Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, alhamdoulilah. Donc c'est par rapport à la vidéo précédente. Il y avait deux, trois personnes qui m'ont écrit, euh, compatriotes qui ne comprenaient pas l'arabe et puis ils ont sollicité une vidéo en français. Donc la vidéo précédente est un point d'analyse relatif à la situation soudanaise actuelle, donc le conflit soudanais. Comme je l'avais élaboré, le conflit ce n'est pas un conflit qui a dégénéré en avril dernier, mais c'est un conflit qui a commencé depuis le renversement du président Omar al-Bashir. Donc initialement, il y a aussi des acteurs étrangers, donc en l'occurrence l'Occident, avec le flanc américain, l'Union européenne et d'autres pays. Donc tout avait commencé en 2014 entre le gouvernement soudanais et la Russie fédérale euh, pour la création d'une base navale dans la mer Rouge. La base navale aura pour capacité de 4 navires de guerre, dont 2 seront dotés de puissance nucléaire et aussi une capacité de 300 troupes russes qui seront stationnées. La base navale donnera accès à la Russie, bien sûr, à l'océan Indien à travers la mer Rouge et techniquement parlant, cela représentera une menace stratégique à l'existence, à l'hégémonie occidentale, étant donné que les États-Unis d'Amérique ont plus de 857 bases militaires à travers le monde et 256 bases laboratoires biochimiques. En tout cas, le, le dit accord les négociations ont débuté en 2014. Les négociations ont été ralenties 2015, 2016, 2017. Ils ont repris encore les négociations. 2019, Omar al-Bashir a vu la révolte éclater et puis il a perdu le pouvoir. Les deux généraux, donc en l'occurrence Omar al-Bashir, al-Burhan et à travers l'ex-premier ministre le civil, ont pris les choses en main. La Russie n'a pas pu réellement faire avancer son dossier relatif à la création de la base navale. Peu de temps après, la Russie a fini par signer le contrat et puis elle l'avait publié sur les réseaux sociaux. Ça, c'était en mi-2020. Une fois cela a été fait, les États-Unis, ils ont réagi tout de suite après, soi-disant que si le Soudan s'hasarde à signer le dit accord, le Soudan sera isolé sur le plan international, donc notamment à travers euh, la Cour pénale internationale, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, toutes les instances. Donc pour moi et pour tant d'autres, c'est des instruments à la solde de l'impérialisme, donc en l'occurrence occidental. Peu de temps après, il y avait eu le chef d'état-major de Al-Burhan. Donc en l'occurrence, c'était en juin 2021, le général Mohamed Othman Al-Hussein, à travers la télévision locale de Al-Khartoum, qui avait clarifié le fait que l'accord n'a pas été signé et l'accord sera révisé. En termes simples relatifs au droit international, relations internationales, ces genres de déclarations, cela signifie que l'accord ne sera pas finalisé, signé. La CIA a célébré ces déclarations. Le lendemain ou quelques jours plus tard, après la déclaration du chef du SEMGA soudanais, le deuxième homme fort qui est Hemeti s'est rendu en Moscou lors d'un séjour de 8 jours. Après son retour, durant une conférence de presse, il a bel et bien déclaré le fait que son pays, le Soudan, ne s'oppose pas du tout euh, à l'établissement, à la création de la base navale. Il ajoute aussi que n'importe quel pays, que ce soit la Russie, la Chine, les États-Unis, peu importe, ils peuvent euh, établir une base, que ce soit navale euh, ou un camp militaire sur leur terre, donc terrestre, peu importe, ça ne dérange pas le gouvernement soudanais tant que cela ne représente pas un intérêt ou une menace stratégique à leur nation. Et puis, cela étant dit, Himeti a aussi ajouté le fait qu'ils sont en attente d'un gouvernement civil qui sera élu ou nommé. Une fois le Parlement est en marche, le Parlement va ratifier l'accord et la base pourra être
la création de base pourra construire, donc pourra commencer, donc la construction de la base pourra débuter. Peu de temps après cette déclaration, donc en mars dernier 2023, l'actuelle sous-secrétaire des Affaires étrangères, en l'occurrence Victoria Nuland, elle s'est rendue, et puis c'est la même Victoria qui a été prise en flagrant délit, enregistrée. Elle discutait avec l'ambassadeur américain en Ukraine. Elle décidait quel Ukrainien devait intégrer le gouvernement ukrainien, le gouvernement actuel. Donc elle a démis le procureur général ukrainien et tant d'autres membres du gouvernement. Donc la même Victoria s'est rendue au Soudan. Quelques semaines plus tard, la guerre a éclaté. Le flanc de Hemeti est soutenu bel et bien par les Émirats et ainsi de suite. De l'autre côté, Al-Burhan, Hemeti, il a aussi l'Éthiopie, Érythrée et quelques autres petits pays. Al-Burhan, il a l'Égypte, il a d'une façon ou d'une autre indirecte aussi l'Arabie Saoudite et aussi les États-Unis et quelques petits pays. Et puis Hemeti aussi a l'Occident avec lui, donc une partie de l'Union européenne, une partie de certains pays français, allemands. Une partie des Américains aussi supportent son idéal. Et maintenant, l'objectif primordial, ce n'est pas donner une paix ou garantir la démocratie soudanaise. Non, 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 c'est garantir l'existence et aussi l'expansion hégémonique occidentale, donc en l'occurrence américaine. Relatif au fait qu'aujourd'hui, si vous voyez l'influence russe, l'influence Chine, en Afrique, l'hégémonie occidentale commence à rétrécir sur le plan national et régional aussi. Ils sont en quête. Ils sont en quête de terrain et la politique américaine, elle prend sens. Donc, elle prend sens à travers les conflits. Elle n'est pas connue pour la paix ou la démocratie, la politique américaine. Peut-être nationalement parlant, mais pas du tout étrangère. Sa politique étrangère, peu importe le pays que les États-Unis d'Amérique touchent, ce qui suivra après, c'est une guerre civile, que ce soit la Somalie, la Libye, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, l'Ukraine aujourd'hui et tant d'autres pays. Donc ça, c'est de faits réels et concrets. Ce qui tracasse le plus aujourd'hui, il semble que beaucoup de Tchadiens n'arrivent pas à cerner ces enjeux. Et la raison, on partage ces analyses avec vous, est relative au fait de notre refondation en tant que nation. Ces pays, que ce soit les Américains, les Français ou d'autres, je n'ai aucune animosité ou une haine envers ces pays. Je suis un produit de leur formation pédagogique, que ce soit j'ai étudié en Taïwan, j'ai étudié au Canada, à Boston aux États-Unis. Donc je ne peux jamais, au grand jamais, m'en prendre à l'idéal occidental en tant que tel. Ils cherchent à défendre leur intérêt et défendre l'intérêt de leur pays, leur existence. Je n'en disconviens pas du tout. Maintenant, il est important que nous aussi, on arrive à défendre nos intérêts et l'intérêt de nos pays, de nos concitoyens et de notre continent. C'est ça les enjeux. Et par rapport à ce qui se passe au Soudan, j'avais aussi ajouté le fait que ce soit au Soudan, la Libye, la République centrafricaine, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, on a tous des parents. Après le découpage colonial, donc à la sortie de la conférence de Berlin, celle de 1884 et 1885, l'Afrique a été découpée, partagée entre amis. Et aujourd'hui, le même repartage a été reconduit il y a cela quelques mois à travers the Economic World Forum. Donc ça, c'est une réalité que les gens n'arrivent pas à discerner. Donc ces gens cherchent à déclencher une guerre. Ils vont aussi chercher à diviser le Soudan encore. Donc s'ils arrivent à diviser le Soudan entre le nord et celui de Darfour, donc pour eux, un peuple qui est divisé, il est facilement manipulable. Donc ils vont toujours essayer de diviser les gens. Maintenant, par rapport j'avais aussi ajouté le fait que notre armée à nous, malgré le fait qu'elle est tribale ou quoi que ce soit, il faut qu'elle sache les pertinences de ses actions. Ces actions ont des conséquences. Et le fait de jouer au mercenariat pour faire avancer l'intérêt hégémonique d'une entité ou d'une puissance étrangère,
n'entre pas dans le cadre souverain ou national. Il faut qu'on arrive à discerner ces deux choses. Et par rapport aux gens qui indexent certaines personnes qui les traitent des Janjaouites ou des quoi que ce soit, le problème des Janjaouites, si le problème des Janjaouites, on souhaite l'aborder, il faut aller à la souche, donc à sa création. Les Janjaouites en tant que tels, bel et bien, c'est comme on le dit, c'est des guerres par procuration. Entre-temps, c'était entre Omar al-Bashir et Idriss Déby. Idriss Déby, suite au fait que certains ressortissants du Darfour ont été marginalisés par le gouvernement central soudanais, des années et des années, des décennies et des décennies. Ils ont divisé les gens, ils ont catégorisé les gens. Donc certains ressortissants de Darfour se sont organisés et puis durant leur organisation, ils ont obtenu de l'aide, donc à travers le gouvernement du regretté président Idriss Déby, au nom du communautarisme, au nom des frontières, au nom de l'ethnie. Idriss a bel et bien participé, donc le Tchad a déboursé, que ce soit monétairement, militairement, même sur le plan logistique. Donc on a dépensé des milliards et on a perdu des vies. Cela étant, cela étant dit, Omar al-Bashir a aussi investi dans comment la milice de Moussa Hilal. Donc Moussa Hilal a mis les Janjaouites, et puis les atrocités ont été commises. Personne n'en disconvient, mais il y a deux sens de responsabilité de deux côtés. Et si on parle des frontières, on a tous des parents, comme je l'ai dit, que ce soit au Soudan, à la Libye, Niger, Nigeria, Cameroun, on a tous des parents, partout dans ces pays limitrophes. Et maintenant, si on parle de l'État, il ne faut pas mixer le sens de la République avec le sens familial, donc le communautarisme, ainsi de suite. Donc ça, c'est deux choses distinctes et séparées qu'il ne faut pas la mélanger. Et ce qui m'épate de plus, la DGSI en tant que telle, il y a des Soudanais dans la DGSI. En majorité, les officiers, les hauts officiers sont des Soudanais. Personne n'en disconvient. Tu vois, vous n'allez pas trouver parmi ces officiers de provenance de Darfour, vous pouvez les comprendre et les discerner juste en entendant la façon dont ils parlent. C'est très très simple et net. Ils n'ont aucun père ni oncle qui est né au Tchad. Ils sont des étrangers au Tchad. Mais c'est au nom du communautarisme, c'est au nom du tribalisme que ces mondes ont pu intégrer le gouvernement tchadien, l'armée tchadienne et la fonctionnalité de l'État tchadien au plus haut sommet. Donc il ne faut pas commencer aujourd'hui à indexer les gens et à pointer les gens. Et si on parle aujourd'hui aussi du fait qu'il y avait eu des Tchadiens issus de certaines communautés qui ont décidé de joindre le Da'am al-Seri ou bien qui sont déjà avec le Da'am al-Seri, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Comment dirais-je, National Geography, Foreign Policy, BBC, en 2017-2018, ils ont écrit des articles, vous pouvez googler ça, vous pouvez les trouver. Les Tchadiens, le gouvernement tchadien facilite l'exploitation de ces jeunes. Donc ils les vendent, ils les louent au compte des Émiratis, au compte des Saoudiens pour qu'ils puissent aller mourir au Yémen, en Libye et partout au Soudan. Donc tout comme le fait qu'aujourd'hui l'ONU paye par soldat tchadien 1028 $ qui sont déployés dans leur compte au Mali. Mais le gouvernement tchadien paye ces soldats 70 000 et indépendant du fonds de fonctionnement qui est octroyé automatiquement par l'ONU. Donc pour l'État tchadien, c'est une source de revenus, tout comme le pétrole qui a été bousillé, l'or qui aujourd'hui a été privatisé et la vente de nos soldats. Donc que ce soit les Tchadiens dans leur général, on les envoie dans les cours paramilitaires et aujourd'hui on indexe les gens, on juge les gens, on insulte les gens, on catégorise les gens. On est tous des Tchadiens. Et le Tchadien et le pouvoir au Tchad n'appartient pas à une ethnie, ni à un clan, ni à une famille. N'importe quel Tchadien qui inspire, qui a une vision, un projet de développement, il peut développer sa vision et la voir prendre de l'ampleur et la réaliser avec concret et sincère, avec concret et sincérité. En gros, c'était le message que j'avais partagé à travers la vidéo précédente. J'espère que cela pourra un peu vous aider à comprendre la situation géostratégique liée au conflit soudanais. Donc, les pays étrangers, donc les pays extérieurs, que ce soit du Moyen-Orient ou de flancs occidentaux, ils ont tous contribué, ils continuent à contribuer. Donc le Tchad cherche d'une façon ou d'une autre contrer l'arrivée ou la prise du pouvoir du flanc Hemeti
Donc pour eux, techniquement parlant, compte tenu qu'ils ont le pouvoir actuel au Tchad, le pouvoir trentenaire, il a été amené, soutenu, facilité par le Soudan de Omar el-Béchir. Et j'avais aussi ajouté le fait que le mal que le Soudan nous a fait, le Tchad n'a même pas fait un tiers de ça, comparé au Soudan. Donc la majorité de nos conflits ont vu leur naissance sur les terres soudanaises. Ça, c'est des réalités que personne ne peut nier. Donc une fois de plus, en gros, c'est ça. Et puis, essayons de nous ressaisir et de voir les choses d'une façon un peu sincère et aussi neutre. Donc, personne n'acceptera le fait que ses parents ou quoi que ce soit, ou ses affiliés se font massacrer au nom d'un intérêt, au nom d'une puissance étrangère. Ça fait des années et des années qu'on s'entretue, on se déteste et on n'arrive même pas à avancer jusqu'au présent parce qu'on cherche seulement à garantir l'intérêt des puissances étrangères. Et tant que nous, on n'arrive pas à se dire la vérité, tant que nous, on n'arrive pas à comprendre les enjeux, on va toujours continuer dans cette forme d'aberration. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.